unifier les deux. Bon. On y est encore. Bon. Et les Édouard Herriot avait instauré ce qu'il appelait l'amalgame. Président du Conseil, ça devait être là en 1927, quelque chose comme ça. Entre 24 et 27, je ne dirais pas exactement quelle année, il faudrait que je retrouve. Et donc on avait essayé l'amalgame pendant ces années-là, c'est-à-dire mélanger les 6e, 5e avec les enfants qui venaient des EPS. Ça avait très bien marché, il n'y avait pas de différence de niveau d'instruction. C'est-à-dire que c'est des écoles primaires supérieures qui, certes, ne faisaient pas accéder au lycée, c'est vrai qu'il y a un véritable barrage, et qui a assuré l'éducation de centaines de milliers de jeunes, permettait d'être cheminots, d'être facteurs, d'être instituts, et d'accéder à la plupart des métiers de cette France, qui représentaient la promotion sociale et professionnelle dans cette France qui était encore rurale. Et c'est un effort extra. Et c'était fait par qui? Les instituts pour les cours complémentaires après leur cours, et puis les instituts qui s'étaient un peu spécialisés dans les écoles primaires supérieures. La différence entre les deux, c'est que les écoles primaires supérieures étaient des établissements à part entière, alors que les cours complémentaires étaient associés à une école primaire. C'est ça qui a fait ensuite, mais dans des conditions qui restent discutables, les collèges de la 4e et de la 5e République. Donc, et Ferdinand Buisson avait l'idée, connaissait la qualité de ces écoles primaires supérieures, et il avait l'idée de soucher l'enseignement technique, un enseignement technique public qui n'existait pas, ou très peu. Il y en avait, on pourra en parler, j'ai appris à connaître à la suite d'un exposé que je fais ce soir, l'histoire de l'école des arts et métiers, c'est passionnant. À part des écoles de ce type-là, il n'y avait pas beaucoup d'enseignement technique public parce que le patronat, ça l'intéressait pas beaucoup, il avait mieux l'apprentissage sur le temps. Bon. À part ça, et les compagnons, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Et Buisson disait on va essayer de mettre l'enseignement technique public après l'école primaire supérieure. C'est le patronat qui n'a pas voulu. Hein, on était en 1910. Le patronat n'a pas voulu, donc ça ne s'est pas mis en place. Parce qu'il disait sur notre affaire, sauf qu'il ne le faisait pas. La preuve, c'est qu'en 1919, quand il y a eu une loi qui a confié au patronat officiellement le soin de le faire, qui est la loi Astier, le patronat ne va pas beaucoup le faire davantage, ou même dans ceux qui y croient dans le patronat, il y en a beaucoup d'ingénieurs ou d'industriels qui vont ouvrir des écoles, et une fois qu'ils auront ouvert et que les besoins correspondant à la qualification nécessaire à un moment donné auront été couverts, le patronat va les laisser tomber financièrement. Et c'est ce qui se passe actuellement dans beaucoup de métiers. Hein. Les CFA, par exemple, j'ai déjà un pote qui est enseignant à l'école supérieure de couverture à Angers, qui est la CFA, le patronat coupe le vide parce que le bâtiment, maintenant, ça se fait ailleurs, et donc il n'a plus besoin de la qualification. Les lycées en question ont très souvent été, c'est le cas dans celui dans lequel j'ai enseigné pendant 30 ans, ça a été fait par un ingénieur avec le support d'industriels angevins, notamment les établissements Bessonneau, qui était celui qui fabriquait les cordes pour tirer les canons, donc il y avait des fortunes pendant la Première Guerre mondiale. Une fois que cette guerre aura été terminée, eh bien, l'école technique Chevrolier va péricliter. Chevrolier va proposer à la municipalité d'Angers de municipaliser son collège technique. Et puis ensuite, après la libération de la loi de 49 qui a fondé véritablement l'enseignement technique public, l'école sera nationalisée, ça a donné le lycée technique. Il y a beaucoup de lycées techniques qui sont nés de ce processus-là, parce que ça n'intéressait pas tellement. Et tout ça, c'était au départ le produit de l'école primaire supérieure. Alors, on va arriver à la période récente. Il y a eu deux tournants. Le tournant de Pétain, suppression des écoles normales, Carpofino, réintégration de l'Église catholique dans l'enseignement, etc., qui va être en partie, mais en partie seulement gommé par les lois de la Libération. Et puis il y a le tournant de la loi de Bray de 1950. Qu'est-ce qui se passe? Oh, bon, alors je fais un saut rapide parce que je ne peux pas dépasser les horaires que je me suis fixé. Mais ce saut rapide, il est lié à quoi? Pendant toute la période de la 4e République, l'enseignement va continuer à se développer.
avec une césure toujours, lycée, collège et école primaire, il n'y a pas beaucoup de passerelles. Moi, si j'ai fait des études, c'est parce que ma maman voulait que je sois curé. Bon, mon père était ouvrier agricole. Le maximum auquel ma grand-mère, de temps en temps, me disait « Oh, il est intelligent ce petit, peut-être qu'il ira jusqu'au brevet. » C'était vraiment au-delà, c'était l'inconnu total. Le curé du village m'ayant emmené avec lui en ville, j'ai pu faire des études. Mais, parce qu'il n'y avait pas encore de la passerelle qui a constitué le collège, les cours complémentaires, ça s'arrêtait. D'abord, il y en avait très peu dans le privé. Et ça avait finalement pour objet de faire le facteur ou l'institut pour les clients d'entre eux. Après, c'était l'école normale parce que ça fonctionnait sur la base du fait que lorsqu'on entrait dans la fonction publique, quelle que soit la fonction publique, on entrait comme stagiaire rémunéré. Élève maître, c'était le cas. Même quand j'ai commencé à bosser, j'avais passé 2 concours. 3 concours. Le commerce intérieur et les prix, ça s'appelle. Maintenant, je ne sais plus comment ça s'appelle. La concurrence, etc. Le concours d'attaché de préfecture et le concours des impôts. Bon, les 3, parce que mes parents ne pouvaient pas payer. On ne peut pas payer au-delà de 2 ans, déjà, ils n'y arrivaient pas. D'études. Donc j'avais fait ces 3-là. J'avais été reçu à 2 sur 3, et mes parents étaient rassurés parce qu'ils savaient que c'était des concours qui nécessitaient tous les deux, c'était la préfecture et les impôts, ça nécessitait la licence, que je n'avais pas, ou la maîtrise, je ne sais plus, que je n'avais pas. Mais j'étais payé pendant les 2 années où je travaillais d'ailleurs, à la préfecture en l'occurrence, et j'ai eu les examens ultérieurs en étant étudiant salarié sur la base d'un contrat avec l'État. Donc, ce système-là de promotion est lié va continuer donc à se développer sous la 4ème République, à un tel point que le patronat va s'inquiéter. Le patronat va s'inquiéter, il va dire ça commence à avoir le budget de l'éducation nationale a explosé, ça va avoir un pourcentage du PIB qui va devenir insupportable parce que ce qui est utilisé par l'éducation nationale ne peut pas l'être pour l'investissement. Et donc à partir des milieu des années 50, on va trouver à partir notamment de l'action du Centre français du patronat chrétien, Yvon Chotard était le président du centre, certaines doses d'improvisation dans la mise en œuvre. Notamment ce qui concerne le caractère propre de l'enseignement développé par l'école catholique. Et puis d'autre part, sur le plan de la vie scolaire, qui dans un premier temps ne va pas être intégré dans le financement. Michel Debré se veut rassurant sur les 2 points. Un certain nombre de bonnes âmes pensaient qu'il y aurait moindre mal à confier une mission de service public à l'enseignement catholique si l'instruction était dispensée dans les mêmes conditions que dans l'enseignement public. C'est la chanson qu'on nous chante aujourd'hui. Pourtant, en 1959, Michel Debré ne laissait planer aucun doute. L'enseignement de base lui-même sera donné conformément au caractère de chaque établissement. Cette question sera, celle du caractère propre, sera au cœur de toutes les lois qui vont, au cours de la poursuite de la 5e République, se succéder. On va avoir 59, le principe, et c'est dans les attendus de la loi Debré, d'un grand service d'éducation, incluant l'école catholique. On va avoir, avec financement des écoles sous contrat d'association, encore que sur le mécanisme, c'est absolument fabuleux. Vous passez un contrat d'association, c'est un contrat dans lequel personne ne peut décider de ne pas contracter, sauf l'école catholique. Une école catholique qui veut un contrat d'association, elle l'obtient. Une commune qui ne veut pas signer, on lui dit c'est pas possible. Et ensuite, pour s'en défaire, il n'y a pas de solutions qui sont prévues. Donc, c'est un curieux contrat quand même. Si vous faites ça avec votre assureur, vous ne pouvez pas le... Bon.
1977, la loi Germer, qui va étendre au secteur de la vie scolaire les obligations de financement de l'État. 1985, la loi Chevènement, qui va être particulièrement... alors je ne sais pas si Chevènement en avait vu toutes les implications, parce qu'il y a eu l'histoire du Conseil constitutionnel. Je n'ai pas l'impression que Chevènement soit un naïf, tout à fait. La loi de 85, c'est la notion de besoin scolaire reconnu. Le raisonnement est le suivant. Il s'agit, au bout du compte, de réduire les coûts. Depuis le début, la loi Debré, c'est ça. Il faut arrêter l'inflation scolaire. Et en 85, on rentre dans la phase active, c'est-à-dire à commencer à s'opposer aux ouvertures et à faire des fermetures. Et le problème est le suivant. Il faut donc avoir maintenant des normes d'ouverture et de fermeture. D'abord, il y a une chose qui va disparaître, c'est l'obligation qui était faite dans les lois de 80-86 sur une école publique dans chaque commune. Maintenant, on ouvre une école publique que s'il y a un besoin scolaire.